Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour cet événement organisé par Grande Contrôle et La Relève. Je ne suis pas Estérelle Payani pour celles et ceux qui la connaissent, qui devait animer cette table ronde. Je suis Lorraine Petit. Ravie d'accueillir mesdames sur scène pour parler aujourd'hui du restaurant de demain. Il y a beaucoup à dire sur cette question. Et je pense qu'on a un casting aux petits oignons pour aborder, pour faire le tour le plus possible du sujet. On a 1 heure devant nous, dont un quart d'heure en fin de discussion pour faire des questions et réponses avec vous. Donc n'hésitez pas à prévoir vos questions pour la fin, elles seront bienvenues. Je vais commencer, avant de vous présenter, par introduire un peu cette thématique du restaurant de demain on est dans un lieu déjà au Grand Contrôle qui réinvente déjà la restauration, un tiers-lieu comme ça avec des modèles hybrides de restauration. On voit aussi que de plus en plus de chefs décident d'être un peu hors les murs, d'être chefs volants, de naviguer d'un restaurant à l'autre. On aura l'occasion d'aborder cette nouveauté dans la scène gastronomique il y a déjà quelques années. On voit aussi des modèles hybrides et des restos éphémères qui ouvrent comme Ventru dans le 19e. Donc on va se demander à quoi va ressembler le resto demain, vers quoi on a envie de le faire aller. Est-ce que le restaurant traditionnel est mort? Est-ce qu'il reste quand même suffisamment présent pour être défendu? Et donc pour parler de cette thématique, on a Céline Chung qui est ici. Merci d'être venue. Tu es cofondatrice de Bao Family, qui a plusieurs restaurants de cuisine chinoise sur le canal Saint-Martin, Gros Bao, Petit Bao dans le 2e et bientôt Bleu Bao dont tu nous parleras peut-être. Merci d'être avec nous. On aura également Alix Gerbet du Réchaud, qui est une association qui cherche à apporter une solution à la crise migratoire à travers le langage universel de la cuisine, et qui est également cofondatrice de La Table du Réchaud, qui est un restaurant d'insertion solidaire dans le 16e arrondissement de Paris, à Aix-en-Provence. Et avec nous, Sophie Cornibert, merci d'être là, co-créatrice de Fulgurance, qui est initialement un magazine et aujourd'hui qui est surtout connu pour ses restaurants à Paris et maintenant à New York, qui ont la particularité d'accueillir des chefs en résidence, donc des chefs qui restent plusieurs mois avant de voler de leurs propres ailes et qui sont donc des tremplins pour des jeunes talents de la scène culinaire, à la fois à Paris et à New York. J'ai une première question délibérément un peu provoque à vous poser. Est-ce que dans 10 ans, le restaurant existera encore? Et si oui, comment sera-t-il, quel sera ce restaurant dans 10 ans? Est-ce que Sophie, tu veux nous apporter un premier élément de réponse? Déjà, merci de nous accueillir. Et j'espère bien que le restaurant, dans 10 ans, sera encore vivant. Je pourrais dire que pour moi, le restaurant, c'est vraiment le lieu où on a envie d'être ensemble. Donc j'espère qu'on aura encore envie d'être ensemble dans 10 ans. Tout comme le cinéma, d'ailleurs. C'est un lieu où on est tous... on ne se connaît pas forcément, mais on aime partager le même moment. Mais par contre, je pense que cette dimension mouvante qu'on apporte à la restauration aujourd'hui est une des clés de sa survie. Et voilà. Donc cette liberté et la flexibilité qu'on apporte, et notamment avec des restaurants comme ce Fulgurance, qui permettent d'envisager un avenir serein, selon toi, pour la restauration? Disons que quand on a créé Fulgurance, l'adresse en 2015, on a vraiment imaginé créer un restaurant, c'est-à-dire un lieu de vie, avec cette dimension mouvante, en réponse en fait à un événement qu'on avait créé à l'origine, qui s'appelle Les Seconds sont les premiers, où on laissait une soirée à des chefs en fait, pour s'exprimer en leur nom. Et de ce constat et de nombreux événements que nous avons organisés, on s'est dit, et si on leur laissait 3 à 6 mois? Et en fait, on peut dire qu'on a créé un restaurant mouvant un peu malgré nous, parce qu'en fait, il était vraiment dans l'ADN de départ de Fulgurance. Donc c'est devenu, je pense, au fil du temps, depuis 6 ans, une réponse
ou en tout cas une autre possibilité de restauration qui s'avère en fait mouvante mais pérenne à la fois. C'est pérenne dans le sens aussi où vous en avez ouvert d'autres depuis, donc j'imagine que le modèle fonctionne et que là, quelle a été la bascule entre Fulgurance, l'adresse et donc le deuxième c'était l'entrepôt, c'est ça? Alors Fulgurance, l'adresse, c'est vraiment la maison mère qu'on a créée donc en 2015. Et en fait, au fil du temps, le restaurant dans le 11e est vraiment devenu... la cuisine est devenue de plus en plus au vol. On avait toujours commencé avec des menus uniques pour vraiment laisser le cuisinier s'exprimer en son nom et vraiment montrer son identité, au plus près de son identité. Et en fait, on s'est rendu compte que de la cuisine au vol... Peut-être aujourd'hui, il y avait aussi d'autres envies et d'autres formats et d'autres chefs qui avaient envie de s'exprimer dans d'autres registres. Et en fait, l'entrepôt a répondu vraiment à cette envie de laisser aussi d'autres expressions. Donc l'entrepôt, c'est devenu le restaurant plus informel, plus grand plat à partager, avec une jauge plus importante, une cuisine peut-être plus instinctive, plus immédiate, avec un tarif aussi plus abordable. Donc voilà. Et oui, c'est pérenne, ça fonctionne parce que, en effet, on a créé aussi Fulgurance à New York en mai dernier. Donc là, combien de personnes sont passées par les cuisines des Fulgurances depuis le début? On comptait tout à l'heure, je dirais 20-25. Ouais. C'est des jeunes talents. Toi, tu es un peu une défricheuse, une dénicheuse de talents et tu mets le pied à l'étrier à des personnes dont on entend ensuite parler comme Chloé Charles, Céline Pham, qui ensuite ont eu des belles carrières, qui sont encore très influentes dans le milieu et qui sont, j'imagine, reconnaissants d'avoir eu ce premier coup de pouce grâce à Fulgurance. Oui, je crois qu'on peut le dire. Ouais, en fait, on a cette dimension défricheuse, justement, je redis, depuis l'événement des seconds sont les premiers, qui nous a permis, il y a 12 ans, de vraiment... essayer de rencontrer les jeunes cuisiniers de demain. Et en leur laissant une soirée, on s'est rendu compte qu'à certains, on pouvait leur proposer de rester plus longtemps, à l'instar d'une résidence d'artiste, en fait. C'était vraiment cette... Et donc, on a eu Chloé Charles, on a eu en effet Céline Pham, on a eu d'autres qui sont peut-être moins connus, justement, parce que c'est dans l'ADN aussi de Fulgurance. Et j'ai perdu le fil de la question, mais... Oui, elles sont... en tout cas, on a vraiment créé une histoire avec ces chefs, parce qu'on a vraiment vécu des choses. Pendant 3 à 6 mois, on a le temps de vivre des choses et on a le temps d'accompagner ces chefs et d'apprendre à les connaître et d'apprendre à connaître leur cuisine et à ce qu'ils peuvent donner de meilleur, en fait. Et 3 à 6 mois, donc là, tu m'expliquais tout à l'heure que c'était 6 mois au début et que vous reveniez un peu sur la durée pour la raccourcir, pour faire en sorte que ces chefs ne s'installent pas finalement. Et donc rester toujours sur la limite entre les pousser à se dépasser et qui ne s'installent pas dans une zone de confort pour garder cet esprit créatif. C'est ça l'idée du 3 mois et de cette durée très courte. Oui, tout à fait. En fait, ça permet vraiment une notion de chef invité. C'est-à-dire que nous, on a vraiment un format qui fonctionne avec une équipe fixe, que ce soit en salle et en cuisine, une équipe vraiment de qualité qui est là pour accompagner le résident. Et l'idée, c'est que le résident est vraiment l'invité de Fulgurance, et ça permet vraiment une forme de fragilité, un grand saut, en fait. Et le fait de rester 3 mois, ça permet vraiment de prendre tous les risques et de ne pas s'installer, d'être dans une forme d'intranquillité, mais qui permet vraiment de se pousser dans ses retranchements, en tout cas créatifs. Et c'est vraiment le but ici, c'est vraiment d'avoir à disposition une équipe suffisamment forte, un lieu aussi suffisamment fort, avec une clientèle, et qui n'est juste à se concentrer que sur la partie créative et bien sûr la gestion d'une brigade, parce que ça reste quand même les chefs au sein de cet espace. Ouais. D'accord. Alix, est-ce que tu veux donner quelques éléments de contexte sur le Réchaud? Comment vous êtes né, de quel constat, et de parler de votre modèle de restauration aujourd'hui et celui que tu imagines pour dans 10 ans?
Oui, tout à fait. Du coup, merci aussi d'être tous là et merci de nous avoir invités. Donc, moi, je ne suis pas Vanessa Krisev, je suis Alix, donc l'autre fondatrice du Réchaud et de la table du Réchaud. Le Réchaud, initialement, en 2016, c'était une initiative citoyenne. Réchaud, ça veut dire refuge, chaleur et optimisme. Et c'est né d'une volonté de réparer la crise de l'accueil. 2016, c'était l'époque où on voyait à la télé des choses très déprimantes sur l'arrivée de bateaux et d'enfants noyés sur des plages. Et on s'est dit, mais c'est pas possible qu'en 2016, une terre qui se veut accueillante se comporte de la sorte. Donc on était 7 femmes, toutes professionnelles de l'univers de la restauration. On a levé des fonds sur une cagnotte de financement collaboratif, KissKissBankBank. On a acheté un food truck en juillet 2016 et en août 2016, on était sur le camp de la Linière à Grande-Synthe où on organisait des grands ateliers de cuisine. Donc en fait, la naissance de notre projet, c'est une volonté de se servir de la cuisine comme un moyen pour créer des rencontres, faire tomber des barrières et ramener les êtres humains ensemble, spécifiquement les personnes réfugiées et les personnes locales. On a fait ça donc de manière itinérante. Donc vraiment, la naissance du Réchaud, c'est pas un restaurant et un modèle de restauration, c'est une volonté de mettre toute son énergie citoyenne pour réparer une crise et une situation dans laquelle on ne se retrouvait plus à l'époque. Notre cheminement entre 2016 et 2018, ça a été d'être itinérant sur plusieurs lieux, d'organiser des ateliers de cuisine donc à Grande-Synthe, en Belgique, de nouveau à Grande-Synthe, puis de tester un modèle un petit peu plus différent avec un grand festival de la cuisine solidaire qu'on a créé à Arras. En fait, on a reconstitué un restaurant dans un endroit où il n'y avait pas de restaurant. Et pendant 10 jours, on a fait tourner des cuisines avec des bénévoles, des réfugiés et des chefs ambassadeurs qui sont venus nous accompagner. Et tous les soirs, on servait 250 repas qui étaient vendus à prix libre. Ça, pour nous, c'était les prémices d'une idée de pouvoir structurer et réfléchir un petit peu différemment notre action. Et en 2018, on a rencontré l'association Aurore, que beaucoup connaissent, je pense, qui est une association qui fait de l'hébergement d'urgence, qui est venue à notre rencontre en nous disant « On récupère la gestion d'une ancienne caserne de gendarmes dans le 16e arrondissement de Paris. On va y faire un projet de tiers-lieu avec de l'hébergement d'urgence. Il y a 350 personnes aujourd'hui qui vivent dans la caserne, des structures occupantes qui ont leurs bureaux. Il y a aujourd'hui une quarantaine de structures qui ont leurs ateliers, qui sont des artisans, des artistes, des sculpteurs, des brodeuses qui sont sur place. Et un restaurant avec pour objectif toujours le même, qui est celui de notre ADN, c'est de créer du lien, de faire venir le monde à l'intérieur de la caserne, de faire rentrer les gens à l'intérieur d'un centre d'hébergement. Et quoi de mieux que la table, finalement, pour ce faire. Donc en juin 2019, on a ouvert la table du Réchaud. Pour nous, c'est très logique, puisque c'est le passage de l'inclusion sociale, donc les ateliers de cuisine sur les camps, à l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, la table du Réchaud, c'est une entreprise, c'est une SAS. On a les agréments, donc on est une structure d'insertion. Et on fait travailler des personnes réfugiées qu'on forme au métier de la salle et de la cuisine. Depuis notre naissance, on a à peu près une dizaine de personnes qui sont passées avec nous en cuisine. Et on a des encadrants techniques, donc qui sont les cuisiniers en charge des cuisines, mais qui sont aussi en charge de la formation. Et du coup, le modèle de restauration que nous, on défend, c'est une restauration qui est assez militante. On l'a écrit sur nos murs dans le restaurant. L'objectif, c'est restaurer le monde en restaurant les hommes. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a une double crise, à la fois du social et de l'écologie, et que probablement les flux migratoires de demain seront liés à des dérèglements écologiques, et que du coup, nous, en étant dans cette cuisine, dans ce restaurant qu'on a créé de toutes pièces, on peut faire un laboratoire finalement de ce que c'est la cuisine de demain. Et en fait, on peut se permettre d'avoir des engagements qui sont extrêmement militants en faisant une cuisine qui n'est que bio, que locale, que en circuit court, en faisant travailler des personnes en insertion, donc en ayant un vrai temps dédié à la formation et à l'accompagnement. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de former ces personnes en insertion au double métier de la salle et de la cuisine et de leur donner les bases de la restauration du monde de demain avec ces notions de cuisine végétale, flexitarienne, de saisonnalité et de produits un petit peu différents. Donc pour toi, j'imagine que cette dimension engagée et militante, comme tu l'as décrit, elle fait forcément partie de la restauration de demain. Est-ce qu'elle est complètement indissociable d'un modèle de restaurant pérenne, durable, aussi bien sur le plan social qu'environnemental ? Ouais, tout à fait. Nous, déjà, dans la construction de notre modèle et dans la construction de notre histoire, la restauration et le fait d'avoir un restaurant, c'est une brique d'une démarche beaucoup plus globale. Et la démarche globale, c'est utiliser la cuisine et la gastronomie comme un moyen pour réparer. Donc réparer à la fois la crise de l'accueil, mais réparer aussi tout ce qui se passe autour de la consommation d'énergie, le gaspillage alimentaire et toutes ces notions en fait, de sensibilisation. Donc oui, pour nous, aujourd'hui, le restaurant demain, c'est un outil au service de notre cause qui est la même depuis 2016, qui est de restaurer et de réparer. Merci pour cet apport, cet éclairage. Céline, de ton côté, je veux bien que tu nous rappelles aussi, que tu nous dises où en est la Bao Family aujourd'hui, quels sont
les projets. Et vous avez aussi beaucoup été présent pendant les confinements, à faire beaucoup de ventes à emporter. Comment tu vois l'avenir de tes restaurants par rapport à ce prisme de vente à emporter? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous continuez à le faire autant qu'avant? Est-ce que les gens ont pris le pli, se sont habitués, ou est-ce qu'ils reviennent au restaurant s'attabler? Ça fait beaucoup de questions. Tu peux choisir et séquencer. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Et en effet, nous, on a créé Bao Family en janvier 2019. Donc, on est les petits jeunes. Avec l'idée de redorer l'image de la cuisine chinoise qui, je trouvais, souffrait de pas mal de clichés. Parce que c'est une cuisine qu'on connaît un petit peu mal, et moi j'ai pas mal souffert en fait de mon enfance de phrases type il y a du chien, il y a du chat, il y a des rats en cuisine, les raviolis sont faits dans des appartements, alors qu'en fait c'est une cuisine qui est ultra complexe, ultra intéressante, ultra bonne et très comfort. C'est vraiment une cuisine qui réchauffe le cœur. Et du coup, en ayant habité à Shanghai et ensuite en rentrant à Paris, je me suis rendu compte que malheureusement la scène gastronomique parisienne n'offrait pas des lieux en fait accessibles ou abordables à cette cuisine-là, qui est vraiment complexe et riche. Et du coup, l'idée de créer Petit Bao, le premier, c'était vraiment de rendre la cuisine chinoise accessible, la rendre cool et en faire des lieux de vie. Vraiment, du coup, de devenir des lieux où les gens viennent, à la fois pour notre cuisine, mais aussi parce qu'on y passe un super bon moment, où on a envie de venir avec ses amis, sa famille, et on a envie de rester et de vraiment se faire plaisir. Et ce lieu-là, en fait, il n'existait pas, et moi, je rêvais, en fait, de pouvoir vivre ce type d'expérience-là à Paris. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Petit Bao, notre premier restaurant, avec une cuisine du coup entièrement faite main. Tous les baos sont faits à la main tous les jours par nos maîtres bao, avec le bon équilibre de sourcing entre trouver des produits locaux dès qu'on peut et bien sûr respecter la tradition de la cuisine chinoise. Donc utiliser des épices et des produits chinois pour trouver le bon équilibre dans un design qui est un peu hors du temps entre Paris et Shanghai, mais qui finalement reflète bien notre double culture. Et du coup, c'est dans cet esprit-là, à la fois de partage de cette cuisine-là, de partage du savoir-faire qu'on a décidé de créer ces restaurants-là. Et pour nous, ce qui est super important en fait en Chine, c'est vraiment le côté plein de plats à partager sur la table. C'est vraiment le moyen dans la culture chinoise en fait d'exprimer notre amour. Parce que la cuisine, je l'ai compris, est vraiment le langage de l'amour de notre culture. Et en fait, ces lieux-là sont vraiment un espace finalement de partage au-delà de la cuisine, de la culture chinoise. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu créer ces lieux, qui sont un peu un espace finalement d'ouverture à cette culture. Et donc ça, c'est la dimension un petit peu philosophique du projet. Et après, ce qui nous plaît aussi, c'est vraiment de créer des univers qui soient très différents, avec des modes de consommation très différents. C'est pour ça qu'on crée des lieux avec des identités et des menus et des cartes qui sont propres à chacun des restos. Donc Petit Bao, c'est le boui-boui cool. Gros Bao, ça va être la grosse cantine chinoise qu'on peut trouver comme à Hong Kong, avec vraiment les classiques de la cuisine chinoise. Bleu Bao, ça va être une maison traditionnelle chinoise. L'inspiration, c'est la porcelaine de Chine, autour de la couleur bleue. Et là, on va faire des dim sum. Ça va ouvrir quand et où? Alors, Bleu Bao, c'est le 11 février. Donc, vous avez la date en avant-première. Donc, ouais, on est en plein dans l'ouverture, là. Et ensuite, à côté de ça, à côté de nos marques de restaurants, qui sont des concepts en eux-mêmes, on a également une marque qui est dédiée à la livraison, qui s'appelle Bao Delivery. Et en fait, cette marque-là, on l'a lancée juste avant le confinement, dans des cuisines en fait, qui ne sont pas dans nos restaurants, pour le coup. Parce que nos restaurants, dans nos restaurants, on veut laisser la place à l'expérience client et on veut que le service soit au plus proche des clients, sans être perturbé par le système de livraison. Du coup, on a des cuisines qu'on a développées dédiées à la livraison en dehors de nos restos. Qui, selon toi, ne concurrencent pas, sont d'une autre type de consommation, qui répondent à une autre demande, peut-être. Ce que j'entends derrière ça, c'est est-ce que les gens se déplacent moins
parce que leurs habitudes ont changé depuis les crises et que vous répondez à cette demande, ou est-ce que c'est une demande qui est complémentaire à celle de vos restaurants? Alors nous, c'est une demande qui est vraiment complémentaire parce que la croyance, c'est que quand on a envie de vivre une expérience, soit on a envie d'aller au restaurant parce qu'on a envie d'être dans l'univers du resto, on a envie d'être près du chef, on a envie d'être dans un univers qui nous transporte et qui nous fait voyager. Et donc on a choisi d'aller dans un resto, et dans ce cas-là, le choix sera déjà fait. Par contre, quand on est un peu fatigué, qu'on a juste envie on est fatigué, on a juste envie de rester chez soi sur son canapé et on n'a rien dans le frigo, on n'a pas envie de faire ses courses. Du coup, là, on va décider peut-être de se prendre à emporter ou de commander en livraison. Et là, du coup, c'est un acte qui vient qui est nourri par cette envie-là. Et du coup, en fait, ça répond à des besoins qui sont différents. Et du coup, nous, on l'a testé, et il se trouve qu'en effet, le fait d'avoir ces cuisines-là ne cannibalise pas du tout nos restos, parce qu'il y a toujours autant de monde, il y a autant de place. C'est juste qu'en effet, ça répond à un autre besoin. Et qu'est-ce que tu observes en termes de tendance par rapport à le taux de remplissage de vos restos versus la vente à emporter? Est-ce que quelles sont les tendances sur les deux types d'habitudes de consommation du restaurant? Alors, en temps normal, c'est-à-dire hors confinement, nous, on est vraiment beaucoup plus des restaurants de consommation sur place. Donc la vente à emporter représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas... les gens, s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de vivre l'expérience chez nous. Et le takeaway, le fait d'être sur le canal Saint-Martin aussi aide à cette consommation-là. Par contre, c'est sûr que pendant le confinement, ça nous a sauvés. C'est vraiment... si Bao vit encore aujourd'hui, c'est vraiment grâce au fait qu'on ait lancé la livraison et le takeaway pendant le confinement. Sinon, clairement, ça aurait été très compliqué. D'accord. Sophie, de votre côté, chez Fulgurance, la traversée de la crise, est-ce que tu veux nous en dire un mot? Honnêtement, on a vraiment sauvé les meubles. On a eu beaucoup de chance d'avoir un chef qui, à l'époque, Sylvain Parizeau, qui, le pauvre, est arrivé la veille, je crois, de l'annonce du premier confinement. Donc ça a été un coup dur au départ. Et puis en fait, il a été d'une agilité absolue. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il nous a proposé un menu qui pouvait s'emporter à la maison. Donc on a créé Fulgurance à la maison en se disant on oublie tout et on recrée quelque chose d'autre, une autre proposition. Et avec un logo, avec un site, avec un menu donc, à emporter à la maison, un menu assez exigeant quand même. Et donc ça nous a permis en tout cas de créer beaucoup de liens, de ne pas perdre le lien avec nos clients, de sauver les meubles financièrement et de nous stimuler aussi tous en fait. Alors certes, mettre de la très bonne cuisine dans des boîtes, c'est un tout autre exercice, et réfléchir à une cuisine qui soit aussi bonne au restaurant qu'à la maison, avec des instructions simples, sans dénaturer, c'est pas évident. Mais ça a été très intéressant en tout cas à mettre en œuvre, et ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Cette agilité que vous avez eue, comment tu l'expliques? C'est par la force et la résilience de ce chef, et c'est aussi il y a le fait que vous soyez plusieurs associés, de la créativité. Ah oui, alors déjà, c'est vrai qu'il faut quand même que je mentionne deux acolytes sans qui Fulgurance serait pas grand-chose. Déjà, et en fait aussi le passé de Fulgurance, qui est le passé et le présent événementiel qui est très fort en fait. Donc on a toujours aussi fonctionné. Vous venez de ce milieu de l'événementiel, c'est comme ça qu'est née Fulgurance, par des dîners aussi événementialisés. Exactement. Que vous avez gardé cette Donc ça nous a permis d'avoir peut-être un autre point de vue, en tout cas une liberté. Quant à ce Fulgurance à la maison, de nous dire prenons ça comme un événement, prenons ça comme une toute autre aventure que l'aventure du restaurant, essayons de nous amuser là-dedans, même si la période était évidemment difficile pour tout le monde. Il fallait trouver une sorte de un élan dans tout ça.
Et en fait, la crise a permis, enfin en tout cas, je pense, cette crise sanitaire a vraiment permis de se renouveler d'une certaine manière, de continuer de se battre et d'essayer d'être actif dans quelque chose dans une situation dans laquelle on était très passif en fait. Je me pose une question aussi par rapport à ceux qui sont passés par les cuisines de Fulgurance. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Est-ce que la plupart montent leur propre restaurant ou est-ce qu'ils continuent de surfer sur cette vague de nomadisme? Et quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a un modèle ou est-ce qu'il y a vraiment autant de parcours que de chefs? Je crois que je pourrais dire qu'aujourd'hui, il y a autant de parcours que de chefs. Mais c'est vrai qu'au début, il y a 6 ans, on se disait c'est pas possible. En fait, on n'a aucun chef qui va ouvrir un restaurant. Ils ont compris qu'il y avait un autre modèle. Et donc, non. Finalement, ils commencent à ouvrir des restaurants. Ça prend plus de temps, en fait, à chaque fois que prévu. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que... Comme Céline Femme à Arles, là, qui voilà, ouvre son restaurant. Qui ouvre bientôt. Ou Sylvain Parisot, justement, qui va ouvrir en février. C'est une des ouvertures à ne pas rater dans le 9e. Notez bien ça dans vos agendas. Le Jeanne Aimé, ça va s'appeler. Non, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, oui, ça prend du temps d'ouvrir un restaurant. Et le fait de passer chez Fulgurance, je pense que ça permet vraiment aux cuisiniers et aux cuisinières de réfléchir à ce qu'elles ont vraiment envie de faire. Parce que quand tu sors d'un restaurant où tu as été le second pendant 4 ou 5 ans d'un chef, ou même moins, en fait, tu es quand même encore très épris de la cuisine de ton chef. Tu imagines plein de choses de la restauration, mais tu n'es pas forcément en phase avec la réalité. Et nous, on permet, je pense, une forme de plus de clairvoyance, en fait. Ça permet de vraiment, en tout cas, faire des erreurs. Et comprendre des choses que tu n'aurais pas forcément imaginées en amont. Et donc, je dirais que ça permet de gagner du temps, même si ça reste long d'ouvrir un restaurant. Parce qu'il faut, surtout quand tu n'as pas d'associé ou quand tu n'as pas de soutien financier derrière, c'est quand même assez rude. Donc demain, selon toi, est-ce qu'il y aura plus de chefs sans restaurant ou de restaurants sans chef? Ce serait quoi le modèle? Franchement, je dirais, je pense que ça va rester En fait, ça m'intéresserait d'aujourd'hui de réfléchir et d'interviewer un chef et de lui dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'ouvrir ton restaurant, quels sont tes rêves dans le fait d'ouvrir un restaurant en ton nom. Je dirais qu'il y aura, à mon avis, autant de restaurants sans chef que de chefs sans restaurant. Je pense que c'est vraiment, en tout cas, le fait d'avoir des restaurants, des chefs sans restaurant, c'est devenu un vrai modèle, je pense. Au même titre que le chef avec le restaurant, en fait. Alix, je pense à une question qu'on n'a pas encore tellement abordée et qui, selon moi, touche au modèle de restaurant de demain, qui est un modèle, finalement, qu'on pourrait comparer à une entreprise normale, enfin une entreprise... même libéré. Est-ce que demain, un restaurant, c'est un endroit où on traite bien ses salariés, son équipe, où on met de l'attention et on met l'humain au centre de l'entreprise, comme on entend beaucoup dans ce milieu-là, mais pas beaucoup dans le milieu de la restauration, avec tout son lot de violences dont on a beaucoup entendu parler, à juste titre dernièrement. Demain, c'est un restaurant. Un restaurant, c'est une entreprise dans laquelle les salariés se sentent bien. Forcément, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Comment vous l'envisagez au Réchaud? Nous, on ne l'envisage pas, on le vit. Parce que, en fait, pour nous, en l'occurrence, quand on est sur un projet qui tourne et qui est basé sur l'humain, c'est compliqué si, en fait, derrière, ça ne se suit pas en interne. Et je le dis avec d'autant plus de fierté aujourd'hui que, au même titre que Sophie disait que ça prend du temps d'ouvrir un restaurant, ça prend du temps aussi de comprendre qu'est-ce que c'est le business d'un restaurant et comment il fonctionne. Et c'est pas parce qu'on a les bonnes idées et les bonnes intentions qu'on va pas se gaufrer au démarrage quand même, en termes d'ouverture, de pression. Enfin, nous, on a mis du temps à l'ouverture du restaurant à comprendre ce qu'il était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire, ce qui était réalisable, non réalisable. Et en fait, on a aujourd'hui construit le modèle qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis à l'aise et je suis confortable avec la manière dont on fonctionne.
Et juste pour revenir en arrière, nous, le restaurant, on l'a ouvert assez vite puisqu'on était itinérant, on était une association, on allait sur les camps, on bougeait, on faisait de l'événementiel. Tout d'un coup, l'association Aurore nous a proposé d'ouvrir le restaurant. On a pris la décision en, je dirais, janvier 2019 pour une ouverture en juin. Le restaurant, il n'existait pas. On est dans l'ancienne caserne de gendarmes, donc c'était la salle de bal. Il n'y avait rien, donc il a fallu tout construire. Et la cuisine, elle n'existait pas non plus, donc il a fallu tout construire. Et ensuite, il a fallu ouvrir un restaurant avec des équipes. Et à l'époque, le modèle qu'on avait réfléchi, c'était un modèle où on avait une chef exécutive qui faisait tourner les cuisines avec 7 personnes en insertion. C'est un dispositif spécifique qui s'appelle le dispositif premières heures, qui fait que ces personnes-là pouvaient travailler que 16 heures par semaine avec nous, et elles tournaient entre la salle et la cuisine. Et du coup, pour une ouverture, ça s'est passé comme ça, mais avec du recul, c'était un peu illusoire de se dire que ça allait fonctionner, parce que c'est un peu illusoire de se dire qu'on peut faire tenir la pression sur des épaules de personnes qui ne sont pas des professionnels de l'univers de la restauration. Et du coup, au fil de l'eau, on a construit différemment. Et aujourd'hui, les cuisines du restaurant, c'est une chef exécutive, un second, 3 personnes en insertion, 4 parce qu'il y en a une en salle, et un apprenti. Aujourd'hui, on a réussi à arriver à un modèle où les chefs arrivent à ne pas faire de coupure, puisqu'ils s'organisent différemment pour ne pas faire le midi et le soir. Quand il faut le faire, ils le font, mais aujourd'hui, c'est important, et nous, on a cette conscience-là que ça doit fonctionner comme ça, parce que finalement, le restaurant est une entreprise, et à son quotidien, et ce sont des salariés, et il y a les mêmes notions que dans une entreprise normale. Et en salle, on a choisi de séparer un poste en demi-temps parce qu'on avait une de nos responsables de salle qui est maman et qui devait équilibrer aussi avec sa vie de famille. Et du coup, on a staffé avec demi-temps. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des intérêts et des enjeux à avoir une forme de rentabilité. Donc nous, on a aussi des charges qui sont élevées en termes d'hommes. Mais en fait, comme on est sur un modèle hybride, on a aussi certaines charges fixes qui sont moins hautes puisqu'on est sur de l'occupation temporaire, on a un loyer qui est plus petit. Donc en fait, on peut se permettre de faire ce fonctionnement, de tester et de tâtonner. Mais moi, ne venant pas du tout de l'univers de la restauration, c'était inconcevable pour moi que les bases de ce qui est respecté en entreprise ne soient pas respectées dans la cuisine. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on n'a pas réussi du premier coup. Donc il y a aussi cette notion que la restauration reste un univers difficile avec des horaires compliqués, avec des coups de feu, avec du stress, et c'est un travail, c'est une réflexion permanente que d'y arriver. De l'expérimentation, des essais. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que ce soit comme ça, mais c'est pas gagné. Et ça nécessite d'être prêt à transpirer un peu et à se poser les questions jusqu'à arriver au bon modèle. Et moi, aujourd'hui, je suis assez fière et je pense vraiment qu'on arrive à tendre vers ce qui est bien. Mais on n'a pas tout compris. Et ça apporte peut-être un début de solution au problème de recrutement aussi, que de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure, de faire en sorte de s'adapter aux spécificités de chacun et de chacune de vos employés. Vous avez du mal à recruter comme tout le monde, ou ça va mieux justement grâce à ça? Ça va mieux, mais après on n'est pas sauvé. Mais après c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'entendre les modèles, et même toi Sophie, ce que tu dis. Nous on s'est posé la question aussi de savoir si finalement la table du réchaud ça pouvait pas être un laboratoire de la cuisine de demain, pourquoi pas un tremplin pour des chefs qui vont arriver. Après nous il y a toute une notion d'accompagnement quand même, et d'encadrement et de transmission pour des personnes en insertion. Donc, mais si on dit que dans nos cuisines on a des équipes fixes qui sont en charge de l'accompagnement, de la formation, et qu'on peut avoir des chefs qui viennent sur des périodes de 6-8 mois, tout donner aussi, parce que c'est un modèle spécifique, on ne va pas se mentir, 51 boulevard Exelmans, c'est au fin fond du 16e arrondissement de Paris, c'est pas facile à remplir, il y a aussi du coup nous une activité traiteur qu'on est obligé d'avoir pour arriver à un modèle de rentabilité, donc ce qu'on demande à des chefs, c'est quand même, c'est très hybride comme poste. Donc si on le demande quelque part à un chef qui se dit, bon bah moi je vais venir 6 mois, je vais tout donner, et je vais transmettre, et je vais infuser aussi mes notions de cuisine, et bah c'est aussi une nouvelle manière de transmettre aux personnes en formation qui auront vu plein de choses différentes, une stabilité quand même avec des équipes fixes, et l'opportunité pour des chefs de se lancer aussi et de se tester sur une cuisine qui peut être innovante, qui peut être assez libre, qui peut être... voilà, une fois que la charte est respectée, et la charte chez nous elle est assez costaud, alors les portes sont ouvertes à réfléchir différemment. Donc je pense, comme Sophie, que le restaurant de demain, il va se construire avec des modèles qui sont hybrides et qui ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Céline, je me pose la question du fait de grandir. Donc là, vous ouvrez bientôt 3e BAO. Comment vous grandissez sans perdre votre âme, sans transiger sur la qualité? Comment tu opères ce changement d'échelle pour garder un respect des valeurs que tu as envie de défendre? Alors le sujet du coup de l'humain est hyper, c'est la clé.
et d'avoir en fait des gens dans notre équipe qui partagent exactement les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est vraiment la clé. Et du coup, nous, on a... Enfin, sur la politique humaine, chez nous, est très, très forte. On l'a pensé dès le début. Bao Family, aujourd'hui, c'est 12 nationalités différentes. On parle 5 langues différentes. Donc, chinois, vietnamien, français, anglais, bengalais. Et c'est un melting pot de plein de nationalités, femmes et hommes, et de populations, beaucoup de populations immigrées. Et en fait, ce qui nous lie tous ensemble, c'est vraiment notre passion pour la cuisine et vraiment pour faire plaisir aux gens. Et en fait, la plupart des gens qui sont chez nous aujourd'hui et qui portent avec nous l'ouverture des nouveaux restaurants, c'est des gens qui sont là depuis les premiers jours, donc ça fait presque 3 ans. Et en fait, c'est ces personnes-là qui nous accompagnent dans le développement et du coup, qui portent à la fois le niveau d'exigence de service et de cuisine. Et en fait, c'est vraiment cette équipe-là qui fait qu'on arrive à se développer aussi rapidement. Parce que clairement, on peut pas ouvrir et sans perdre son âme, sans ces personnes clés qui ont vécu l'histoire et le développement avec nous dès le début. Et c'est vraiment ça en fait qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Et après, c'est toute une organisation qu'on a mis en place. Et donc, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle la Bao School. Donc, c'est vraiment notre organisme de formation, mais très... pas du tout agréé. C'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place chez nous, où... c'est un parcours en fait d'1 mois de formation qui est différent si tu es chef de rang ou si tu es chef cuisinier. Et en fait, en cuisine, tu vas passer par tous les postes et tu passes également par nos restaurants existants avant d'aller sur une nouvelle ouverture. Et du coup, en fait, tu as compris qu'est-ce qu'était la cuisine Bao avant que tu commences en fait à travailler. Et en fait, cette transmission, ce temps de formation est absolument nécessaire pour garder justement l'ADN et la qualité de notre cuisine. Avant de passer la parole au public, préparez vos questions. Je me demande, donc en vous écoutant et en voyant toute l'étendue de ce que vous proposez, la diversité des modèles de restauration à imaginer, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de la restauration traditionnelle ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est complémentaire, les modèles que vous proposez ? Sophie, tu as une vision là-dessus ? Non, mais je me dis déjà, qu'est-ce que la restauration traditionnelle ? Et quand j'écoute vos témoignages, en fait, je me rends compte, et peut-être le mien aussi, que finalement la restauration, c'est... en tout cas à concevoir de façon très singulière. Enfin, en tout cas, chacune a une recette très particulière pour que ça fonctionne, qui est liée à l'expérience, qui est liée à l'entourage, en fait, à l'accompagnement aux équipes, au public aussi, aux clients, à l'air du temps, aux contingences, enfin, à la dimension bien sûr économique. Et donc en fait, je pense qu'on va peut-être oser de plus en plus aller vers nos propres modèles. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette question, Alix ? Non, moi je peux dire que je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que moi je ne suis pas issue de l'univers de la restauration, donc en fait finalement la restauration traditionnelle, j'en ai une image, mais qui est une image de quelqu'un qui allait au restaurant avant et qui... Moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on fait, c'est vraiment la finalité, le but. Et donc, le restaurant, pour moi, et faire ce métier-là, pour moi, aujourd'hui, n'a de sens que si il dessert cette volonté de réparer cette forme de crise de l'accueil, d'avoir un impact positif, de montrer que c'est possible, en fait, de faire de la restauration différemment, que ce soit joyeux, que ce soit bon, que ce soit efficace en termes d'impact. Et en fait, moi, il n'y a que comme ça que j'envisage la restauration. Et dans les modèles de demain, puisque la table du réchaud, c'est dans des lieux qui sont dans des lieux d'occupation temporaire, ce qui veut dire que demain, il faudra qu'on bouge dans d'autres lieux, ça n'aura de sens que si on vient chercher cet enjeu à créer du lien au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville, au niveau de...
et qu'on peut porter ces missions sociales, parce que nous, dans nos cuisines, dans nos restaurants, il y a des ateliers de cuisine qui ont lieu, il y a des dîners qui ont lieu pour des seniors isolés, il y a le système de repas, de tickets suspendus. Demain, peut-être on réfléchit à mettre des épiceries vrac avec des paniers. Enfin, ça n'a d'intérêt pour nous que si ça n'est pas de la restauration traditionnelle. Voilà. Et après, je crois que ce qui nous plaît aussi, c'est de casser les codes de la restauration traditionnelle. Donc, je pense qu'on n'est pas vraiment là pour reproduire des schémas qui existent et qui avaient des valeurs en fait qu'on ne portait pas et sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et je pense que, nous, ce qu'on a envie, c'est de créer un modèle de restauration qui nous ressemble, avec des valeurs auxquelles on croit. Et voilà, diffuser ça maintenant. Je pense qu'on crée quelque chose, un vent nouveau, quoi. Merci. Est-ce que dans l'Assemblée, vous avez des questions à poser à nos intervenantes? Si oui, je crois qu'il faut venir ici. C'est un peu formel et solennel. Mais sinon, je peux passer mon micro. Oui, Stéphane. On t'a reconnu derrière ton masque. C'est un peu toujours moi qui m'y colle. Mais j'espère que ça va entraîner le mouvement. Non, je voulais... mettre un petit peu de grain de sel, c'est un peu ma fonction parfois. Notamment dans ces nouveaux modèles, on a parlé de livraison. Je voulais poser une question toute simple à Céline. Je crois qu'au début de la livraison, la cuisine qui était dédiée à ça était louée à Deliveroo, que la livraison se passait donc par Deliveroo. Comment est-ce qu'on... Je ne suis pas un procureur ni un juge, mais quand on met l'humain au cœur de ces valeurs, comment on fait ce compromis pour se sauver? J'entends bien que ça a permis à Bao de continuer, et tant mieux, parce que vous faites de belles choses. Comment est-ce qu'on s'accommode de ça, de travailler avec des gens, pour le coup, qui, je crois, ne mettent pas l'humain au centre de leurs préoccupations? Oui, là, je crois qu'on touche au cœur des contradictions humaines. En fait, alors, en tout cas, chez nous, en effet, on parle des cuisines, des dark kitchens comme des lieux où il n'y a pas de fenêtres, où les gens ne voient pas le jour, c'est des conteneurs. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Nous, les cuisiniers de Bao Delivery sont des cuisiniers Bao. Donc, c'est des membres de la Bao Family autant que n'importe qui. En tout cas, par rapport à la manière dont ils sont chez nous, ils sont formés dans nos cuisines dans nos restaurants avant d'aller en cuisine. C'est des gens ils sont dans nos... c'est vraiment des membres Bao à part entière. Que vous accompagnez de la même manière que les cuisiniers de restaurants. Exactement. C'est ça. Les salaires sont exactement les mêmes. Il n'y a vraiment pas de différence en fait entre un cuisinier qui bosse à Petit Bao ou un cuisinier qui travaille dans une cuisine. C'est des cuisines et en fait on fait exactement les mêmes produits. Tout est fait à la main. Tout est pareil en fait. En tout cas, tout est pareil. Après, la question, c'est vraiment la question de est-ce qu'on cautionne la livraison? Ça, c'est plutôt le sujet. Après, ça, je vous avoue que même chez nous, c'est encore une question qui est... auquel on réfléchit, auquel on pense. C'est un peu un point d'interrogation. C'est-à-dire que on l'a fait parce que pour nous, c'est un moyen de... c'était un moyen d'apporter notre cuisine en fait à la maison. Et dans la période, c'était quelque chose qui nous semblait juste. Après, en effet, sur le modèle de demain, c'est, pour être complètement transparente avec vous, c'est toujours un point d'interrogation. Vous avez envisagé une internalisation de la livraison ou c'est quelque chose qui n'est pas envisageable? Non, le sujet, c'est vraiment plutôt... nous, on aime bien tester. On a vraiment le profil entrepreneur. C'est-à-dire qu'on a envie de tester, on a envie de voir. Si ça ne marche pas, on s'adapte. Si on n'aime pas, on change. Si on a envie de proposer autre chose, on le fait. On est vraiment plus dans d'essayer de proposer des choses et d'essayer des choses. La question de la livraison, c'est plutôt est-ce qu'on a envie de le continuer ou pas tout court, quoi. C'est un vrai sujet chez nous et là c'est en cours de réflexion. En tout cas, c'est sûr que
enfin nous, ce dont on rêve, c'est pas du tout notre rêve de développer des cuisines. Enfin, c'est vraiment pas du tout un rêve. Notre rêve, c'est vraiment de toujours créer des lieux de vie qui soient différents, créer des univers différents. Et donc c'est vraiment ça qui nous anime et qui nous porte. La livraison, c'était vraiment un moyen de tester une expérience à la maison. Et là, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire. Vous avez un éclairage à apporter sur la partie livraison, Alix ou Sophie, ou pas spécialement? Moi, ce que je peux dire sur la livraison, c'est que nous, bien entendu, étant donné les engagements et l'identité de la table du réchaud, c'était pas possible pour nous de passer sur des plateformes comme Deliveroo ou autres. Cela étant dit, étant donné la crise, on aurait aimé avoir un moyen pour faire de la livraison et on a essayé. Donc ça, c'est cool puisque en tant que restaurateur labellisé Écotable, on fait partie de la communauté. Et la communauté Écotable a travaillé pendant le deuxième confinement à la création de Resto.Paris. Donc on a été bêta-testeur et on a vachement travaillé aussi pour Resto.Paris. La réalité aujourd'hui, c'est que si on veut une plateforme de livraison éthique. Resto.Paris, c'était une plateforme de livraison éthique, exactement, en partenariat avec Olvo, qui est un système de livraison avec des livreurs qui sont en CDI, une coopérative de cyclo-vélo éthique. Aujourd'hui, si la livraison doit être éthique, ça implique un minimum de commandes de 50 €, des créneaux de livraison de à peu près 2 heures, une anticipation sur ces commandes de à peu près 3 ou 4 heures, ce qui intellectuellement est largement audible, puisque c'est la réalité du monde tel qu'il fonctionne, mais qui, pour un client, et moi-même, au-delà de la table du réchaud, j'ai testé Resto.Paris en tant que client, c'est vrai que ça ne répond pas à la demande. Le vrai problème, c'est qu'il faudrait faire de la pédagogie, il faudrait que les gens comprennent que commander pour se faire livrer à 10 minutes ou à un quart d'heure par un mec tout seul, un plat unique, ça n'a pas de sens en fait, mais c'est tellement intégré dans le mode de fonctionnement aujourd'hui que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est résister et ne pas faire de livraison. En réalité, on s'assoit sur une partie de chiffre d'affaires, mais ça n'est pas possible autrement pour nous aujourd'hui de le faire. Est-ce qu'on a une autre question, une interrogation par rapport au restaurant de demain? Sinon, moi, j'en ai encore une. Ok, j'y vais. Selon vous, comment on attire encore du monde au restaurant avec tous les changements dans les pratiques, la frilosité de certains clients? C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu cette habitude d'aller au restaurant, tout comme aller au cinéma, tout comme aller au spectacle. Comment on les fait venir? Quels sont les leviers pour vous? Est-ce que vous avez constaté une baisse de fréquentation et comment on fait que demain il y a encore des clients en fait de restaurants? C'est un peu une question qu'on se pose tous les jours avec mes associés. On peut dire que les fins de semaine sont beaucoup plus glorieuses que les débuts de semaine actuellement. Nous, l'un de nos ingrédients, c'est quand même de changer de chef tous les 3 à 6 mois. On sait que c'est une force. Après, on n'est pas des spécialistes des réseaux sociaux. On sait que c'est aussi un grand atout pour faire venir du monde. Ça sera le sujet de la prochaine table ronde. Je fais une petite promo à 18h. Voilà, la fidélisation, le fait de vraiment créer une relation avec nos clients, le fait d'être à leur écoute, d'essayer d'être à leur écoute. C'est vrai que la période demande beaucoup plus de créativité. Parce que ça nous oblige à sortir un peu de nos sentiers battus. Avant, le restaurant était ouvert et c'était plein tout le temps. Là, en effet, on sent une baisse quand même de la fréquentation. Et après, je pense que les clés pour un restaurant, c'est toujours maintenir en fait le niveau d'expérience forte, de qualité, et en fait et être dans la bienveillance et prendre soin des clients qui viennent chez nous. Là, je pense que là, vraiment, on est dans une période où voilà, tout le monde, je pense, a besoin d'être bien, qu'on fasse attention à eux. La solitude, ça a été très, très dur. Et si on va au restaurant, c'est justement pour retrouver un moment social. Les moments au restaurant sont de plus en plus précieux et rares. Et du coup, quand on y est, il faut vraiment que ça soit une expérience qui soit
vraiment forte, qui nous permet d'oublier un petit peu ce quotidien morose. Et en fait, je pense que c'est vraiment travailler sur faire voyager les gens et faire vivre des moments et des émotions fortes aux clients qui viennent chez nous. Et du coup, nous, on essaye d'être beaucoup plus créatifs dans les recettes qu'on va sortir. On a créé des baos pour chaque événement, de couleurs et de formes hyper différentes. On travaille vraiment sur... maintenant, on offre un thé d'accueil à chaque personne qui vient chez nous, parce que c'est hyper important de prendre soin des gens, et encore plus maintenant. Donc on essaie de voir comment est-ce qu'on peut vraiment les prendre en charge du début jusqu'à la fin et qu'ils se sentent hyper bien. Ça nous a forcé en fait à repenser l'expérience client et à la pousser en fait à un niveau, la barre d'exigence est devenue encore plus haute pour leur faire passer le meilleur moment possible, et que on espère ils aient toujours envie de venir et de vivre ce moment-là avec nous. Nous, on se pose la question de comment remplir le resto depuis qu'il existe. Donc finalement, confinement ou pas confinement, la problématique du remplissage du restaurant, quand l'emplacement n'est pas idéal, elle existe pour beaucoup de restaurateurs. À part être le plus agile possible et rebondir de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire passer en vente à emporter quand il faut, pousser des nouvelles offres et effectivement prendre soin et continuer à donner autant d'amour que ce qu'on peut et ce qu'on fait déjà. Nous, je pense qu'il y a aussi une réalité qui est liée à la saisonnalité. Donc, c'est aussi s'autoriser à se dire, en hiver, ça ne marche pas très bien, donc ça ne sert à rien de rester ouvert le soir. Autant ouvrir que le midi et mettre l'accent sur le midi et le soir quand on est en été. Parce qu'en vrai, c'est douloureux d'avoir un restaurant vide. C'est mauvais pour les équipes, c'est mauvais pour le moral. Donc, il y a un moment, c'est bien aussi de s'autoriser à arrêter les frais et de le faire intelligemment. D'autant que nous, on a aussi une activité traiteur. Donc, s'il y a moins de services, il y a plus d'heures pour travailler sur du traiteur, de l'événementiel. Et après, la notion d'événementiel, elle est hyper importante. Nous, au restaurant, on fait des tables ouvertes. On invite des chefs à venir faire des dîners chez nous en 5 temps, qui sont là pour soutenir l'association, les missions sociales. C'est des choses qui marchent très bien. Quand on fait des dîners ou des brunchs avec un groupe de musique ou avec une tonalité un petit peu plus événementielle, ça marche très bien. Mais à part continuer à donner de l'amour et à bien travailler, ce qui est déjà le cas... et à mieux choisir son emplacement pour le prochain. J'ai pas la clé. Ok, merci beaucoup à toutes les trois. Et donc, allons manger à la table du réchaud, dans les restaurants Bao, chez Fulgurance. On y sera bien. Merci.